Le tourisme, un mot qui nous est cher, un domaine, une industrie qui nous est très chère et on est à la quête vraiment de son retour et de son épanouissement. Aujourd'hui, nous allons discuter de tourisme, mais à partir d'une nouvelle perspective, à partir d'une nouvelle initiative et à partir d'une consultante à la bibliothèque d'Alexandrie et guide touristique, une consultante qui s'intéresse énormément à la science relative à l'égyptologie. Il s'agit avec nous aujourd'hui de Madame Maïssa Mustafa Ibrahim. Madame Maïssa, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de votre initiative. Merci de nous avoir amené des photos et rendre notre rencontre très animée. Tout d'abord, il y a une nouvelle initiative qui a été lancée, baptisée Une journée à Khalifa, dans la région de Khalifa. Donc, quel est l'objectif de cette initiative ? Cette initiative n'est pas complètement nouvelle. C'est commencé depuis 2012, fondée par une association de civils, par le docteur Amaïl Ebrachi. C'est une architecte et qui s'intéresse beaucoup à la restauration des monuments anciens. Elle se rendait compte, moi je travaille avec elle aussi, et elle se rendait compte que pour préserver notre patrimoine, qui sont les vrais gardiens, ce n'est pas les touristes seulement, ce n'est pas l'État seulement, mais c'est surtout la communauté. Les gens qui habitent tout autour du monument, qui doivent être les gardiens de cette patrimoine très intéressante, très importante pour eux, mais comment se rendre compte de son importance? Ça, c'était toujours la question. Parce que beaucoup de travail de restauration s'était déjà effectué dans beaucoup des domaines, mais les gens ne sentent qu'ils ne font pas partie de ça. C'est pour cela elle s'est réalisée que comment ils sentent qu'ils peuvent avoir de profit de l'intérêt de ce patrimoine-là. Et d'ici, elle a lancé son initiative qui s'appelle l'Asar Lina, c'est-à-dire le monument c'est à nous, c'est pas à quelqu'un d'autre, mais c'est pas seulement par des paroles. Et c'est commencé par des séminaires, par des conférences avec la communauté même. Pas seulement avec la communauté même, mais avec tout ce qu'on appelle en anglais les stakeholders ou les parties intervenantes qui ont beaucoup d'intérêt pour ça. Et elle est assise avec beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, c'est-à-dire la communauté, l'État, le ministère des Antiquités, des jeunes, des architectes, et ils sont arrivés à faire des recommandations. Et ces recommandations-là, c'est en relation avec qu'est-ce que vous attendez de votre patrimoine, qu'est-ce que vous voulez de ça. Et en fin de compte, c'était 3 ou 4 recommandations très importantes, dont la plus importante que un des monuments anciens qui était complètement délaissé, qui était une ancienne mosquée du 19e siècle, de la période de l'Égypte moderne, c'est-à-dire, mais personne ne s'intéresse à ça et s'est transformé en une place de poubelle. Alors elle a demandé, avec le ministère des Antiquités, bien sûr elle était supportée par ça, mais elle a demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Ils ont dit, on a assez de mosquées, mais on n'a pas d'hôpital, par exemple. Alors elle a commencé de transformer une partie de ce monument en hôpital avec des prix très symboliques. Ensuite, la deuxième chose, il y a des monuments anciens dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez? Quel monument ancien est important pour vous pour la restauration? Pour eux, c'était très important qui sont les tombes de la famille du prophète. Parce que Shara al-Khalifa, c'est une rue très importante où il y a les tombeaux mémorials, ce n'est pas les mémoriaux, ce n'est pas des vraies tombes, de les petits-enfants du prophète. Saïda Ruqayya, Atka, Sekina, de la famille du prophète, Mohammed. Parce qu'une grande partie d'entre eux sont venus en Égypte. Certains sont enterrés ici, d'autres non. Mais les gens, ils vénèrent ces tombes-là. Et c'est pour cela qu'elle a demandé, elle a respecté la mentalité des gens et elle a commencé de restaurer ces tombes-là. Et entre-temps, il y avait un autre tombeau de la reine Shagrat ad-Dur, la première Mamelouk qui a régné en Égypte en 1250, et qui a beaucoup de valeurs artistiques, historiques et beauté bien sûr. Et avec ces monuments qui sont en relation, qui ont une importance pour la communauté, elle a commencé de faire la restauration aussi d'autres monuments historiques. Alors la troisième phase, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? On veut que nos enfants qu'ils soient bien éduqués. Alors c'est d'ici que, à travers le patrimoine, on peut éduquer les gens. Elle a fondé un camp d'été pour les jeunes, où ils apprennent à côté
l'histoire, pas seulement l'histoire, mais aussi lire, écrire, calcul, Coran, tout, et histoire aussi. Et l'histoire n'est pas loin, parce qu'ils habitent dans un lieu très ancien, à côté du mosquée de Ibn Touloun, à côté du musée Geir Andersen, à côté, c'est-à-dire, ils vivent dans l'histoire. Vous savez que le patrimoine en Égypte, là, on vit dedans. L'Égypte, c'est un grand musée. Comment transformer ce musée en une ressource, pas un fardeau? Ça, c'est toujours la question. Donc, c'est l'idée d'impliquer le public dans la sauvegarde du patrimoine et d'attirer aussi leur attention sur l'importance. Parce que nous voyons aussi dans beaucoup de quartiers, comme auprès de Bab el-Foutour, comme Al-Gamaleya, ils se servent de ces endroits tellement historiques, ils s'en servent comme, en tant qu'endroit pour dépôt. Ou pour poubelle, comme vous le dites. Donc, c'est grave. Et ils construisent de nouveaux immeubles à côté de ces endroits. Donc, qui, à l'origine, doit être chargé de la protection et de la sauvegarde de ce patrimoine? C'est un partenariat. J'aime ça. Ça, c'est le mot-clé, à mon avis. Ce n'est pas la responsabilité de l'État seulement. Ce n'est pas la responsabilité, bien sûr, de la communauté seulement. C'est un partenariat entre la société civile, les associations civiles, que j'aime que ça continue encore, avec l'État, qui est le ministère des Antiquités, avec la communauté. Les trois ensemble doivent rester sur la même table et de faire des décisions qui fassent plaire à tout le monde. Mais le grand défi, c'était comment les gens ils vivent ici depuis des dizaines d'années sans se rendre compte de l'importance de leurs monuments. On pourrait peut-être les cultiver. Ils savent pas l'importance, ils connaissent pas l'importance de ce monument parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. C'est ça. Mais il faut le faire d'une façon intelligente. Il ne faut pas toujours le faire d'une façon d'un regard où, pour les gens qui se sentent des gens très civilisés, mais ils ne sont pas éduqués. Qu'est-ce que vous attendez tout d'abord? Il faut avoir de l'intérêt, du profit. Tout d'abord. Après ça, ils commencent de se rendre compte de ça. Ils commencent un sens que ça leur appartienne. Et avec le temps, après 4 ans, ils sont très fiers de leur rue. Ils ont commencé de faire une carte même, avec l'initiative de l'Assalina, une carte pour toute leur rue, qui est dessinée sur un mur d'une école, de leur école. C'est-à-dire, si quelqu'un se dirige dans ce quartier-là, pour ne pas se perdre, ils vont voir une grande carte, un grand plan de leur rue, avec tous les points, les attractions les plus importantes après leur restauration. Est-ce que cette initiative ou ce projet est limité uniquement à El Khalifa ou est-ce que vous avez l'intention de le propager dans les autres endroits? Espérons de le propager dans les autres endroits, mais le domaine est ouvert devant tout le monde, que chacun se concentre. Mais vous savez, ce sont des petits cercles. Si chacun fait son travail dans son cercle, ça va ouvrir un grand cercle entre tout le monde. C'est vraiment une histoire de succès parce que dans 4 ans, vous ne pouvez pas imaginer comment les gens qui habitent là-bas, leur sentiment vers le monument, vers l'importance de leur monument, s'est changé complètement. Surtout qu'il y a 3 journées qui ont été organisées, qui s'appellent Passer une journée al Khalifa, que j'aime de voir quelques photos de cette journée-là, qui montrent ce mélange entre les gens qui viennent pas de ce quartier, qui viennent des quartiers résidentiels hors de Al Khalifa, et les gens qui vivent ici, dans le quartier même. C'était un vrai beau mélange entre les deux côtés. Et donc, une journée à Khalifa, en quoi consiste ce titre ou cette appellation? Ça correspond à pas seulement visiter les monuments, pas seulement voir les pierres, mais aussi voir les gens. C'est-à-dire passer une journée, manger dans les restaurants qui se trouvent là-bas, parce qu'il y a rester dans les cafés, jouer voilà avec les photos, enfants. Ça commence. Ah, d'accord, ça commence. Par exemple, ça, c'était un des projets pour profiter des places vides, des espaces vides qui étaient délaissés complètement. Et l'initiative a gagné de faire sorte de travail avec le gouvernorat du Caire, de le transformer à un terrain de football. Et on voit ici, durant la journée, à la fin de la journée, ce sont les filles même, ce sont les filles du quartier qui jouent au football. Et alors, il y a autre chose aussi. Oui, et ça a commencé avec les autres
J'ai pas vu. Oui, ça c'est. Vous voyez, le terrain se trouve au milieu des immeubles. Parce que c'était aussi une place des poubelles. Là, c'est... Ouais, j'aime bien voir à partir du début pour vous montrer. Ça a commencé par des visites guidées. Ensuite, par le match de football. Et ça a terminé par une procession, par une parade musicale. Voilà, ça c'est le match. Ça c'est le terrain, encore une fois. Ça m'intéresse beaucoup de vous montrer que les filles, là-bas, elles jouent même le foot. C'est pas seulement les garçons. Ça, c'est important aussi. Ça doit être un domaine d'intérêt qui ne leur appartenait pas. Tout à fait. Les enfants, ils marchaient avec moi. Moi, je faisais les visites guidées. Et je commençais de demander des questions pour les enfants, pour leur dire, vous savez, qui est Shagarat al-Dor, par exemple. Tout le monde essaye de se précipiter pour dire, oui, on connaît, c'est la seule femme qui a régné en Égypte, celle qui était morte par les chaussures, par les babouches, à cause qu'elle a trompé son mari. Ils ont des histoires comme ça. Mais ils sentent que c'est à eux. C'est leur histoire. Ils veulent eux-mêmes expliquer pour les gens qui viennent de l'extérieur. On avait des gens qui venaient de Zamalek, de Tagam al-Khamis, de Garden City, de Doi, de tous les quartiers que vous imaginez. Et les enfants même du quartier, ils ont fait les guides avec moi. Parce qu'ils savent maintenant. Ça va à cause de l'école d'art et de patrimoine culturel qui a été fondée là-bas en été, à cause de les ateliers qui étaient organisés dans le musée Geir Andersen, ou la belle maison des Crétois qui se trouve dans le quartier. Ils savent très bien maintenant. J'aimerais en savoir plus sur votre introduction dans ce quartier. Est-ce que les gens vous ont accepté facilement quand vous avez commencé vos premiers pas sur cette voie? Comment est-ce que vous avez fait vos débuts dans ce quartier? C'est pas facile, bien sûr. Pour gagner la confiance des gens, c'est pas facile. Parce qu'ils n'ont pas confiance beaucoup à les gens qui sont occidentalisés, vous savez, ils sentent toujours que si quelqu'un vient, ils veulent profiter d'eux. Parce qu'ils ont une longue histoire de ça. Et comme les élections, etc. Mais ils commencent de gagner. C'est une question de temps. Toujours on dit la confiance, ça se construit avec le temps. Par qui avez-vous commencé? Vous vous êtes adressé à qui à vos débuts? Parce que c'est Dr Maï, bien sûr, qui a commencé ça. Même son bureau n'était pas dans le quartier. Mais elle a commencé avec le travail de la restauration. Mais pour la communauté, il y a toujours des chefs. Vous savez, les gens clés de chaque rue. Il faut s'adresser à eux tout d'abord. Il faut prendre une permission. Vous êtes chez eux. Mais ça, on ne peut pas le faire sans le gouvernorat, sans le ministère, sans être accepté par beaucoup des partenaires. Mais une fois que les gens vous acceptent, ils sentent que vous faites pour un vrai intérêt. Vous êtes là, pas pour ne pas profiter, mais pour leur intérêt. Vous voyez une autre chose complètement. Alors, le patrimoine, un outil de développement, c'est pas seulement pour le garder, le préserver comme ça dans les nuages. C'est pas le but absolu. Le but absolu, c'est développer à travers le patrimoine. Voilà. Aussi, vous avez une autre initiative. Ça, c'est là où se trouvait Shagarat al-Dor. Ah, ça, c'est le mausolée ou la tombe de Shagarat al-Dor, comme on dit. Parce que, vous savez, elle n'est pas enterrée ici. Bien sûr, son corps était jeté hors de la citadelle après son assassinat. Mais elle voulait faire son tombeau dans la rue où se trouvent les tombes des femmes saintes ou les femmes qui sont les descendants de la famille du prophète Mohammed. Bien sûr, elle a une valeur très importante et à l'intérieur, il y a de très belles décorations avec de très beaux stalagmites avec des couleurs, avec de la mosaïque même à l'intérieur. Et pour faire des restaurations, c'était dans très mauvais état à cause de la montée de la nappe phréatique, à cause du sel qui mange tous les murs. Et ça a pris 2 ans pour restaurer ça. Dans une de ces journées, je suis restée avec une femme de la communauté et elle m'a dit que pour la première fois, je sais qu'il y a une tombe d'une reine égyptienne de la période islamique ici. On croyait que c'était une place des fantômes. Pourtant, elle a vécu à côté de ce dôme-là pour plus de 50 ans.
Elle m'a dit, on ne savait rien du tout. Mais après l'initiative, autour, vous voyez, il y a un mur, comme un mur en fer comme ça. On organise des storytelling. Storytelling, voilà. oui, voilà. On raconte par de l'histoire orale. Parce qu'on a collecté toute l'histoire orale. Il y a une, s'appelle Shireen Al-Ansari, qui est spécialité pour raconter ça, une conteuse. Elle raconte des histoires. Ça, c'est ce qu'on appelle le patrimoine intangible. Pour les gens, elle a ramassé des gens. Et quelquefois, on fait aussi la projection des films sur ce dôme-là, même. Parce que c'est la culture. On doit faire ce pont entre tous, c'est-à-dire l'histoire, la culture. Là, j'aimerais en savoir plus. Comment se fait-il que vous projetez des films sur des sites touristiques, c'est-à-dire sur ce dôme et autres endroits? Ça, non, on a fait ça seulement ici, parce que ça, c'est l'initiative qui le fait, mais vous savez, ça se trouve dans le monde tout entier. Sur les citadelles, moi, quand je suis allée en Andalousie, à Grenade, tout ça, ça se fait là-bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé ça. Ça, c'est pour toujours relier le futur avec le passé. Mais comment? C'est-à-dire un film ordinaire, un film cinématographique? Le film, c'était un film qui a eu beaucoup de... On a parlé beaucoup de ce film-là qui s'appelle Wajda. Ça, c'est un film qui parle d'une jeune fille saoudienne qui a brisé la tradition. Voilà. Et ça, vous savez que la majorité des publics, c'était des filles de 14 et de 15 ans du quartier. Ils s'intéressaient beaucoup pour le voir. Et donc, vous avez projeté le film sur le mausolée ou sur le... Oui, de l'extérieur. Voilà. Et on a fait comme un petit cinéma, des sièges. Et c'était les gens qui venaient pour la visite guidée, parce qu'il y a des gens cultivés qui s'intéressent à ça, avec les gens du quartier. Et tout le monde sont assis ensemble à la fin pour ça. Voilà. Ça, c'était un des ateliers qui était autour de ce match de football pour apprendre quelques artisanats. Et pour les enfants, dessiner ou le cuivre ou le cuir. Parce qu'il y a beaucoup aussi des ateliers dans ce quartier-là. Alors, d'autres recommandations qui étaient faites dans l'initiative, c'est de renaître les anciens artisanats. Qui se trouvent dans le quartier même. Pour entraîner les gens de manière à retrouver l'art artisanal qui existait dans le quartier. Tout à fait, et ça sera une ressource pour eux. C'est pour ça qu'on a dit que le côté économique est très important. Alors relier tout ça autour de ce monument. C'est-à-dire peut-être avec le temps, ils vont être des artisans au lieu d'oublier ça. Et on fait comme des petits bazars pour vendre leurs produits après. À votre avis, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent adhérer à cette initiative ou cette organisation parmi les habitants du quartier? Ou est-ce qu'ils sont réticents ou ils s'en lassent après un certain temps? Non, parce que le bureau est là, dans le quartier. Il n'est pas à Zamalek et on vient seulement pour le vendredi et le samedi. Il y a un groupe de jeunes formidables, il y a un groupe de volontaires. Il y a on vit avec les gens. Ça, c'est très important. C'est pour cela que les gens, ils ont confiance. C'est pas que seulement une chose orientaliste, là. C'est pas une chose très originale. On vient ici seulement pour passer une journée. Passer une journée, oui, ça, c'est le travail des mois et de mois pour arriver à la fin pour faire une journée. Mais les gens, ils sentent, on fait pas ça pour les gens de l'extérieur. C'est pas une journée théâtrale. Ça, oui, on fait ça pour montrer aux gens, pour aussi, si quelqu'un veut participer, travailler, faire des donations, tout ça c'est important. Mais le vrai travail, c'est avec la communauté même toute l'année. Toute l'année. Madame Maïssa Mostafa, ne trouvez-vous pas qu'il y a vraiment un travail à faire au sein du ministère de l'Enseignement? Parce qu'on enseigne l'histoire, mais à partir de textes très rigides. Pourquoi pas incorporer ce côté relatif au patrimoine ou cette façon très concrète de voir les choses dans les programmes d'éducation de manière à intéresser les enfants, de manière à ce que les enfants éprouvent le désir d'aller visiter ces endroits et les comprendre. Vous avez complètement raison. Puisqu'on parle toujours par le début, c'est-à-dire par les enfants, par la jeunesse. Parce que moi, je me rappelle quand on était dans les écoles, là, primaires,
et préparatoires dans nos anciennes écoles, on faisait toujours des excursions dans des endroits historiques, et comme ça, pour relier la théorie à la pratique, pour faire ça. On en a beaucoup parlé sur ça. Je crois que c'est la meilleure façon. Moi, j'espère que votre initiative puisse parvenir, ou votre initiative puisse s'étendre de manière à aller au-delà d'un seul quartier, que ce soit vraiment reproduit dans plusieurs quartiers, dans plusieurs gouvernorats, à Luxor par exemple ou autres. Et aussi, j'espère que vous puissiez vraiment adhérer, le ministère de l'Enseignement, et de présenter un projet et d'avoir la résilience, d'avoir la persévérance et d'avoir la tolérance de vous présenter pour des énièmes de fois, de manière à ce que, jusqu'à ce que les responsables se plient à votre demande. Parce qu'il est vraiment grand temps que les enfants soient vraiment intéressés par leur culture et par leur patrimoine, et ne pas l'apprendre juste un texte sec, rigide, qui ne veut rien dire, pour avoir des notes à la fin du mois. Mais c'est ce que l'UNESCO, il a lancé ça l'année dernière. Il a appelé le musée du présent, Museum of Now. Le musée n'est plus un endroit de dépôt des choses anciennes, mais comment relier ça à la vie présente. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Madame Maïssa Mustafa Ibrahim, vous êtes aussi consultante à la Bibliothèque d'Alexandrie. J'ai juste 2 minutes pour en savoir plus sur votre fonction au sein de la Bibliothèque d'Alexandrie et sur l'intérêt que vous portez sur tout ce qui a trait à l'égyptologie. Là, je travaille dans un des centres de la Bibliothèque d'Alexandrie qui s'appelle CaltNet. C'est le centre de la documentation du patrimoine culturel et naturel. Ça a commencé depuis 2002. Et on s'occupe de la documentation, tout ce qu'on peut faire, mais d'une façon technologique. C'est-à-dire, on fait des sites sur l'Internet, des films documentaires, des publications, des CD sur l'histoire. Pas seulement l'histoire, mais comme on a dit, le patrimoine tangible et intangible. Tout ce qui est monument, tout ce qui est vie, tout ce qui est folklore. Et on a eu beaucoup de... on est allé à l'étranger plusieurs fois. Avant 2011, on n'était pas très connus parce que c'était un travail plutôt pas pour le public. C'était un travail pour le gouvernement électronique plutôt. Et c'était pour élite ou pour les gens qui viennent à l'étranger. Après 2011, on essaie avec tout notre effort là de montrer ce travail-là pour les Égyptiens. Madame Maïssa Mustafa Ibrahim, je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Eh bien, on aurait souhaité avoir un tour plus long et en savoir plus sur votre initiative. On aura sûrement des rencontres. Pour l'instant, il reste à savoir que le Conseil mondial du voyage et du tourisme et l'Organisation mondiale du tourisme demandent au gouvernement britannique de lever l'interdiction faite actuellement aux compagnies aériennes établies au Royaume-Uni, et de manière à ce qu'ils puissent voler à destination de Sharm el-Sheikh. Nous avons plus d'éclaircissements avant de retrouver notre invité, M. Hazem Badawi, qui a des nouvelles à nous rapporter. À tout de suite.